Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Place à la rencontre et à la conversation avec notre invité. Ce midi, il est artiste plasticien, peintre, dessinateur, graveur et sculpteur, mais aussi céramiste. On retrouve dans ses œuvres toutes les influences de sa vie, son île natale, Majorque, où il a grandi et où il vit encore, comme à Paris, d'ailleurs, en alternance. Mais aussi l'Afrique et la rencontre avec un peuple qui a marqué pour toujours son geste artistique, fait de couleurs et de matière. Geste reconnu dans le monde entier avec des œuvres accueillies dans les plus grands musées du monde, avec des commandes gigantesques aussi, comme la décoration d'une chapelle de la cathédrale de Palma ou encore celle de la coupole du palais de l'ONU à Genève. Ces œuvres, sa vie, c'est cette plongée qu'il nous propose avec ce livre qui vient de paraître, Della Vida Mia, aux éditions Mercure de France, dans une collection qui porte bien son titre, Traits et portraits. Mickaël Barcelo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de France Culture et bienvenue dans les Midis de Culture. Ma première question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cet autoportrait littéraire ? C'est-à-dire que Colette Fellous, la directrice de la collection, m'avait proposé il y a peut-être 20 ans et puis ça me semblait que j'avais autre chose à faire. Et puis pour moi, écrire toujours, j'aime bien écrire, mais je préfère beaucoup plus lire ou dessiner. Et c'est laborieux et difficile. Et je me sentais pas prêt à me mettre. Alors j'ai attendu, puis à un moment, je sais pas, j'ai vu que j'avais peut-être. Après j'ai commencé, j'avais fait un an de travail. Oui, mais je sais pas qu'est-ce qui m'a. Peut-être l'âge. L'âge. Peut-être l'accumulation de carnets avec des notes. Qui se dit qu'est-ce que je vais en faire. Alors justement, cet autoportrait, c'est donc un livre, oui. Cette fois-ci, composé, donc, vous l'avez dit, de notes qui accompagnent les images de vos œuvres, notamment. Il y a aussi des récits oraux de vous que vous avez retranscrits, et puis donc la transcription de ces carnets. Qu'est-ce que vous notez dans vos carnets ? Qu'est-ce que vous dessinez depuis toutes ces années ? Mais de mes carnets, il y en a qui sont que de dessins, mais la plupart des carnets, il y a de dessins et d'écrits. Et je pense que j'ai fait ça depuis que j'avais 6 ou 7 ans. C'est-à-dire, j'ai dessiné d'arrière en avant et j'écrivais de devant en arrière. J'écrivais probablement les classes ou j'étais obligé à écrire. Mais les dessins finissaient par gagner. C'est-à-dire, la partie dessin, maintenant, je mélange tout. Mais je vois que les dessins continuent à gagner, mais des fois, je m'efforce d'écrire. Mais d'écrire à dessiner, il n'y a pas une grande différence, non ? C'est presque la même chose. Je me rappelle, j'étais en Himalaya, quelque part, et j'ai demandé aux moines, j'étais dans un monastère, avec des moines qui disaient ces mantras le matin à 6 heures, puis je peignais parce qu'on se lève de bonne heure, et je les entendais dire ces mantras, et puis je leur ai demandé, ça vous gêne pas que je fais la peinture pendant que vous êtes... Ils m'ont dit, mais non, c'est la même chose. Et j'ai oublié les noms en sanskrit ou en tibétain, mais c'est le même mot pour peindre, pour écrire et pour prier. Et j'ai trouvé ça plutôt beau. Dans quelle langue vous écrivez ? J'écris en français, mais c'est comme si j'écrivais en latin. Parce que comme c'est ma manière de ne pas être un écrivain, si j'écrivais en catalan, que c'est ma langue maternelle, je me sentirais obligé à faire quelque chose de sérieux ou de bon. Et probablement, je finirais pour insulter tout le monde. Mais en français, ça me donne une certaine distance. C'est ma langue de culture, de lecture. L'autoportrait pour un artiste, est-ce que c'est un passage obligé ? Vous en avez fait des autoportraits. Ah, oui. Vous en avez créé, vous en avez peint. On se sent obligé, quand on est artiste, de se représenter. Comment vous voyez ? Non, mais je pense qu'on fait un autoportrait parce que c'est la seule chose légitime. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à peindre des tableaux qu'on pourrait dire figuratifs, au moins, telle était mon intention. C'était l'atelier parce que ça me semblait légitime et surtout les peintres dans l'atelier parce que ça me semblait, voilà, c'est ça. Tout ce que, dans l'atelier, tout est possible. Et je pense, moi, souvent, je me peins parce que j'ai rien d'autre, pas par vanité ni par... Je pense la plupart des artistes, c'est probablement pour ça qu'ils se peignent. Quand vous aviez 40 ans, vous étiez au Mali, on va revenir évidemment sur votre parcours, et vous en avez fait des autoportraits, vous en avez mis dans votre livre. Quand vous les regardez aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous reconnaissez l'artiste de l'époque ?
Oui, je me retrouve. Bien sûr que je me reconnais. Mais je me rappelle aussi que quelqu'un me disait, mais je ne sais pas pourquoi tu vas en Afrique, parce que tu es toujours malade. Mais c'est surtout parce que quand je suis malade, c'est quand j'écris. Alors, souvent j'écrivais diarrhée, fièvre, et ça arrive souvent. Alors, souvent mes autres portraits, c'est des autres portraits un peu souffrants. Des autoportraits souffrants. Et puis ces listes aussi qu'on retrouve dans ce livre, puisque vous aimez beaucoup les listes. Qu'est-ce que vous listez? Qu'est-ce qui vous, Oui, mais qu'est-ce qui savez, vous les force? listes, c'est parce que dans les carnets, il finit. Il y a souvent des listes parce que c'est pour ça que ça sert les carnets, non? Qui on doit inviter dans une soirée? On fait la liste de livres que je dois commander. Et on m'a dit, je faisais la liste de choses qui manquaient. Il y a tellement de choses qui manquent. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'à New York, ils avaient, dans un récital de poésie, c'était, comment il s'appelle, cette chanteuse The Horses, Patti Smith faisait un récital de poésie catalane, et on m'a dit qu'il avait récité mes poèmes, et j'ai dit, mais c'est pas possible, parce que j'ai jamais écrit un poème de ma vie. Au moins, que j'ai pas détruit immédiatement après. Et finalement, c'était la liste qu'il m'a dit, et c'était dit par Patti Smith, c'était magnifique, bien sûr. Ouais. Donc là, dans le carnet qui est posé devant vous, il y a des listes de choses qui vous manquent aujourd'hui? De choses qui me manquent, j'aurais besoin de beaucoup de carnets pour faire la liste de choses qui me manquent. Non, là, c'est mes carnets il y a des listes de gens. Ici, il y a la liste des invités pour un concours de pain tomate, que c'est un concours que je compte faire de pain avec tomate frottée. Vous savez, une chose que je fais chez moi. Espagnole, oui. Oui, et puis ici, il y a des réponses en anglais pour une interview que je vois. La première réponse, c'est les désordres produits de troubles qui produisent de l'ordre. Et ça, j'aimerais bien que ça soit vrai. Déjà, pour cette interview, ça serait déjà bien. On va voir. Un désordre qui va produire de l'ordre. Oui, et de listes, il y en a plein. Oui. Et donc c'est plutôt tourné vers le futur, vers ce qui vous attend, pas vraiment vers le passé. Il n'y a pas des listes nostalgiques de choses que vous avez faites. J'ai fait une liste de choses qui me manquent, qui sont dans ces livres, je pense. Mais ça pourrait être très long aussi. J'ai fait une liste aussi de tous les chiens que j'ai eus, qu'il y en a une vingtaine. Et oui, et ça c'était un bon exercice de mémoire, parce que j'ai eu des chiens depuis que je suis tout petit. Alors... Isla de la Calma, île du calme, de la tranquillité, comme l'appelait le grand poète catalan Santiago Rossignol, l'air est si pur à Majorque, l'atmosphère y est si transparente que les étoiles y semblent plus proches que partout ailleurs. Située entre l'Afrique et l'Europe, dans cette partie de la Méditerranée infestée de tout temps par les courses des pirates barbaresques, Majorque était, avec toutes ses richesses, une proie de prédilection pour les corsaires africains. Les Majorquins d'aujourd'hui accusent d'ailleurs une origine très diverse où le sang africain est largement représenté. L'île recèle un grand nombre de grottes, toutes très belles, notamment dans la région de Manacor, où l'une d'elles est agrémentée d'un grand lac souterrain où l'on se promène en barque, tandis qu'un orchestre interprète sur la berge, pour les touristes, les passages les plus grandioses de l'œuvre wagnérienne. Description de Majorque ou Majorque par l'écrivain et traducteur Alfred Rosset. On est en 1959, Michael Barcelo. Vous avez vécu, vous, cette visite de la grotte? Oh oui, oui. Avec la musique de Wagner? Avec la musique de Wagner, hélas, oui. Pourquoi hélas? Parce que c'est hyper kitsch. Et les éclairages colorés avec de lumière de couleur. Mais bon, quand on était adolescent, on allait fumer des pétards dans ces grottes. Ou des LSD, c'était magnifique. Parce que les grottes, il y en a quelques-unes qui se visitent, qui sont abîmées par le tourisme, mais il y en a beaucoup qu'on connaît dans les garçons de village. Non? C'était notre... Ah oui, par période, on y allait presque tous les jours. Après, il y a beaucoup de grottes sous-marines dans lesquelles on entre par l'eau. Et ça, ils sont excellents parce que l'eau nettoie comme un coquillage, comme l'intérieur d'un escargot. Ils sont très, très belles. Il faut y aller avec une lampe de poche sous-marine, mais c'est très bien. Oui, j'ai beaucoup visité des grottes. Ah, aussi, j'ai beaucoup visité des grottes ornées avec des peintures préhistoriques. Oui. Ça, c'est encore autre chose. Oui.
Mais il y a évidemment, on va reparler des grottes parce que effectivement, ça a une place très importante dans votre œuvre et dans votre création, Michael Barcelo. D'abord, peut-être sur cette île natale de Majorque. Vous êtes né en 1957 dans le sud-est de l'île. C'est un endroit très naturel, très agricole aussi à ce moment-là. Oui, quand je suis né, c'était probablement comme en 1857 ou comme en 1757, pas très différent. Les routes n'étaient pas goudronnées, on allait encore il y avait peut-être une voiture ou deux, il n'y avait pas la télé. Alors, ça changeait beaucoup plus en 20 ans qu'en 2 siècles. C'était encore le cycle agricole. Mon monde, c'était le même que celui de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Et probablement, on savait. Et puis, bon, grâce à ça, j'ai connu encore ce monde qui est disparu aujourd'hui, non? De la saison des amandes, la saison des olives, la saison des raisins, et les noms des oiseaux et de poissons. Oui, ça a vite changé, mais je suis né. Et puis, il y avait pas mal de grottes dans mon village. Une s'appelait les grottes des ânes, parce que probablement, ils amenaient les vieux ânes mourir dans ces grottes, j'imagine, parce qu'il y avait plein d'ossements. Et on y allait très souvent dans ces grottes avec nos amis. C'était des grottes énormes où on pouvait s'y perdre facilement. Et souvent, on y allait qu'avec une petite bougie. Alors, c'était toujours très excitant. La découverte de l'art, ça vient d'abord de votre mère, qui était elle-même peintre, Francisca Artigues, dans une maison que vous décrivez comme sentant la peinture à l'huile. Il y avait une porcherie aussi, un cochon à côté, et rapidement, le premier étage est devenu votre atelier. Oui, c'était une grande maison qui était à 3/4 déshabitée, parce qu'il y avait 2 étages qui servaient à rien, et là, c'était mon atelier. Et puis, j'ai dû inventer un atelier que j'avais jamais vu, parce que j'avais fait la peinture un peu ce qu'on disait au plein air, non? Avec un chevalet ou à côté de ma mère dans la salle à manger, parce que ma mère faisait la cuisine et s'occupait de mon petit frère pendant qu'elle peignait. C'était assez curieux Et assez vite, ma mère m'a envoyé avec d'autres personnes faire la peinture au plein air, dont avait un cousin à nous qui était prof de beaux-arts et peintre, qui m'a beaucoup. Je suis arrivé avec tout propre, avec une petite boîte de peinture à l'huile et un chiffon et la trémentine. Il m'a dit, mais tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les pinceaux le nettoient par terre. Et oui, il faisait des énormes tableaux au plein air qui ensuite se couvraient de paille et d'insectes, non? Et puis, il disait, c'est pas grave, ça donne de la matière. Mais pour moi, c'était une révolution. C'est lui qui m'a appris à dessiner en utilisant les fusains de côté, pas de pointe. C'est-à-dire, la ligne faisait de large, faisait 25 cm, 20 cm de largeur. Il disait comme ça, tu fais l'ombre, les mouvements à la fois. Alors, c'était plein de vie. C'était un seul geste de la tête aux pieds pour faire dessiner des figures. Oui, ça, j'ai beaucoup appris. Ça, on apprend que très jeune. Après, on n'apprend plus rien. Jusqu'à quel âge on apprend? Je ne sais pas. En peinture, je pense que j'ai toujours pensé que 12 ou 13 ans, j'avais déjà tout ce que j'ai fait après, je l'avais déjà fait à 12 ans. Sauf qu'on ne le sait pas, mais souvent, je pense que j'ai fait quelque chose de nouveau et je m'aperçois que j'avais déjà fait ça quand j'avais 10 ans ou 11 ans. Vous avez tout de même fait des études aux Beaux-Arts, à Palma, à une Barcelone. Semaine. Oui. Vous n'êtes pas allé au bout parce que vous vous disiez que c'était pas fait pour vous, ce système-là? Non, à Palma, je suis allé dessiner des statues pour pouvoir faire cette entrée de Beaux-Arts. C'était compliqué, c'était une chose. Et puis, c'était un plaisir pour moi parce que pendant que j'allais faire des dessins à l'école d'arts et métiers, je n'allais pas à l'école normale, ça m'arrangeait bien. Mais ensuite, à 17 ans, je suis allé à Barcelone à l'école de Beaux-Arts et après une semaine, j'ai arrêté. Et c'est drôle parce que le directeur de l'école à l'époque, c'était un grand expert en peinture baroque, en Ribera et Velázquez. Et M. Milik, qui après des années est devenu un ami, un vieux monsieur. Et puis, dans une conférence, il a dit que j'avais été le meilleur élève de l'étang. Et je lui ai dit, mais voyons, j'étais qu'une semaine. Il m'a dit, mais vous avez bien utilisé le temps. On a parlé de votre île natale. Donc, est-ce que vous pensez que cet état d'esprit de l'insularité a joué dans votre destin d'artiste? Est-ce que cette idée d'être très fier de son île et aussi l'idée de quitter l'île, on est poussé en dehors de son île? Ah, je suis sûr que ça jouait beaucoup, mais je dirais jamais que je suis très fier de mon île.
c'est très aigre-doux. On ne peut pas être fier, c'est comme si on est fier de son pied gauche. C'est un peu absurde. Mais j'aime pas trop ce qu'on en a fait. Mais ça, c'est tout à fait un autre discours. Mais oui, bien sûr, l'insularité, ça marque beaucoup déjà parce que quand on commence à avoir une carte, on comprend qu'on est dans un endroit. Je dis pourquoi je peux pas partir à pied et arriver au Louvre. On comprend, c'est comme un piège quand on s'en aperçoit. Non? Et je pense que oui, ça. J'imaginais comme quelque chose qui tourne parce que je pense que quand j'avais 3 ou 4 ans, j'avais entendu quelque chose que le monde tourne, mais je savais pas trop bien si c'était qu'est-ce qui tournait. Et dans cette carte en relief que je voyais tous les jours, je voyais l'île entourée de cercles. Et je me disais que c'est peut-être l'île qui tourne comme on tourne. Alors je voyais les insulaires soumis à des forces centripètes ou centrifuges. Non? C'est vrai que mon père n'avait jamais sorti de l'île. Il est même allé dans le village à Palma, ça lui semblait une atrocité. Et puis, je sais pas, mon arrière-grand-père, il voyageait partout dans le monde. Au Ramolliou, le philosophe majorcan du XIVe siècle, il est allé dans tout le monde connu de son temps, non? Il est mort à Bougia. Il est mort loin de chez lui. C'est un destin typique de Majorcan aussi, non? C'est une ville de navigants, de navigateurs. Ouais. Dans les années 70, vous faites vos premiers voyages pour Paris. Vous découvrez l'art brut. C'est la première source de votre inspiration artistique. Et puis, il y aura ensuite des expositions à Palma, à Barcelone. Vous irez aux États-Unis dans les années 80. Et puis, il y a ce succès très rapide de vos œuvres, de vous en tant qu'artiste, Michael Barcelo. Ça vous donne envie de disparaître, de vous enfuir, de vous protéger, d'aller trouver un refuge? Pas du tout, parce que c'est encombrant quand il y a plein de gens qui veulent quelque chose de vous. Alors, oui, j'ai eu tendance à aller... Et puis, c'était un moment compliqué, les années 80, pour plein de choses. C'était très amusant, mais c'est comme une fête qui ne finit jamais. Que vous n'avez même pas le temps d'avoir une gueule de bois et vous êtes déjà dans la fête suivante. Alors, j'ai eu la chance d'arriver au Mali à ce moment-là. Je pense que c'était un endroit tellement pauvre et tellement riche en histoire et en connaissances que ça m'a beaucoup changé la vie, oui. Chez les Dogons, il y a eu une véritable rédemption de la part de ce premier fils de Dieu qui a été sacrifié à l'avance en vue des péchés futurs des hommes. Et ce sacrifice s'est passé dans des conditions tout à fait particulières. Ce Fils de Dieu a été lui-même non pas crucifié, mais il est mort les bras en croix, entre les deux montants de la porte du monde, et il était, pour ainsi dire, serré, broyé entre ces deux montants de la porte, et il avait les deux bras appuyés de chaque côté, et il était serré pour une raison particulière, c'est que dans la conception de ces gens, l'âme, la substance, la subsistance de l'homme est contenue dans ses clavicules, sous la forme de graines mystiques qui sont des céréales et qui constituent le principe même de l'existence. Et il a fallu précisément que ce sauveur donne non seulement son sang, il l'a donné par son visage, qui avait été frappé par son père, mais il l'a donné aussi sous la forme de ces graines qui sortaient de ses clavicules serrées entre les deux montants de la porte du monde. Il a donné à la fois sa substance et sa subsistance. Michael Barcelo, vous l'avez reconnu immédiatement. Oui, Marcel Griol. Je n'ai pas reconnu sa voix, j'ai reconnu son discours. Son discours. Oui, c'est magnifique. Les graines, non? Parce que j'ai beaucoup lu tout ça à une époque. Je pense que j'ai tout lu sur les Dogons, ce qu'on peut lire sur la langue secrète. Mais j'y ai passé plus de 30 ans avec les Dogons. J'ai toujours ma maison là. Alors ça me concerne de près, tout ça. Marcel Griol, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, anthropologue, c'était en 1949, il a mené les premières grandes expéditions ethnographiques en Afrique subsaharienne et notamment il a travaillé sur ce peuple, les Dogons, qui lui ont valu, ces travaux lui ont valu une célébrité internationale. Comment vous découvrez ce peuple, les Dogons, et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Moi, je suis arrivé par hasard parce que j'allais au désert. En fait, j'allais au désert, au Sahara. Et j'ai traversé l'Algérie avec une voiture chargée de peinture.
Et puis, à un certain moment, une famille de toilettes m'ont aidé parce que j'avais trop de poids, de pigments, je m'en sablais tout le temps. J'ai parti avec un ami de Barcelone jusqu'à... Et je ne savais pas où aller. On allait au désert. Finalement, on est arrivé... Attendez, Michael Barcelone, vous allez dans le désert sans savoir où vous allez. Sans savoir où on allait finir le voyage. Mais je partais pour un bout de temps. C'était un voyage un peu... Mais avec des pigments comme ça, mais je ne savais pas où. J'allais au Mali d'une manière vague. Mais pour aller au Mali, je devais traverser le Sahara. Et on a traversé le Sahara. Et je n'avais pas conduit une voiture de ma vie. J'ai appris sur place. Alors c'était quand même assez... Mais bon, comme ça marchait. Les pigments, j'en ai toujours. Ces pigments, ils sont toujours chez moi de ces premiers voyages. Parce que les pigments peuvent durer l'éternité. Et là, je suis arrivé à Gao. Et j'ai beaucoup aimé Gao sur les fleuves Niger. Une ville Sorail. Et là, je me suis installé à Gao. Et c'est de Gao, après de mois, peut-être 6 mois après, que je suis arrivé par hasard au pays d'Ogon. Et là, j'ai tombé... C'était comme si je suis arrivé dans un de mes tableaux. J'ai eu cette impression que ça ressemblait à ma peinture. Vous savez, c'est rare, ça, un endroit que tu penses, tiens, c'est comme si c'est moi qui l'avais... Et je ne savais jamais si les choses étaient faites par les hommes ou si les hommes les avaient adoptées. C'était une espèce de jardin bouddhiste énorme. Et tout avait un sens précis, c'était très étonnant. Le premier jour au pays de Gond, un ami à moi s'est assis sur un rocher et tout le monde l'a engueulé et c'était le nombril de village. Et sur le nombril de village, on ne peut pas s'asseoir parce que c'était magnifique. J'ai tombé amoureux de cet endroit et après, on m'a prêté une maison et je me suis installé. Et après un an, ils ont construit une maison pour moi au bord de la falaise qui est toujours là, ça s'appelle Amataba. Elle est toujours là. Je salue d'ailleurs les Dogons qui nous écoutent parce que je suis sûr qu'ils écoutent beaucoup la radio. Alors je suis sûr qu'il y en a. Et les temps sont difficiles maintenant au Mali. Donc vous arrivez sur ce territoire, vous voyez devant vous des paysages qui ressemblent à ce que vous avez, vous, déjà peint. Oui, pas seulement le paysage, une sorte comme le paysage et la vie. Et je pense que ça ressemblait beaucoup au monde de mon enfance aussi. C'est peut-être ça qui m'a beaucoup séduit. Ce monde avec des ânes et de moutons partout, et de poulets, et de pigeons, et de gens qui grimpent la falaise pour enterrer quelqu'un. Chez moi, on ne grimpait pas la falaise pour enterrer des gens, mais on grimpait la falaise pour chercher des nids de pigeons sauvages et des choses comme ça. Mais il y avait quelque chose qui me faisait tout de suite penser, c'est mon tellement... Enfin, c'est magnifique. Après, c'est vrai que quand vous lisez l'histoire du Pays d'Ogon, c'est une histoire terrible. La colonisation a été très dure au Pays d'Ogon, est très difficile. Ensuite, il y a eu des épisodes de pillage, que ce serait peut-être... Parce que Griol, il a fait un barrage, mais en même temps, ils ont pillé une bonne partie du patrimoine d'Ogon, ce qui dénonce Michel Léris dans ce livre magnifique qui s'appelle L'Afrique fantôme. Vous savez, il dénonce les vols des objets, la mer de Masque notamment, qui était au musée de l'Homme. Ça serait très bien de la rendre au Dogon. Justement, vous êtes très attaché à ce peuple, à leur culture. Qu'est-ce qui vous apporte à vous en tant que peintre, en tant qu'artiste plasticien? Vous allez vous mettre à la céramique aussi? Oui, là, j'ai appris. Mais je pense que c'était plus important que ça. C'est qu'on dit maintenant faire une recette. Je pense que tout ce que j'avais fait jusqu'avant me semblait sans importance. Et c'est comme si je recommençais da capo. J'ai tout recommencé depuis le début? Oui, comme si j'apprenais à nouveau à écrire, disons. Et j'ai commencé avec un petit carnet en dessinant dans les marchés, et petit à petit, ça a pris... Enfin, c'est probablement illusoire, mais j'ai cru faire ça. C'est ça et puis, du coup, je m'apercevais qu'autour de février, il y a ce vent d'harmattan, ce vent de désert qui est terrible. Et j'arrivais même pas à pouvoir peindre parce que les vents m'abîmaient tout. Et même si j'aimais bien cette poussière qui laisse ces vents sur les peintures, parce que ça donne une sorte de patine magnifique. Et puis j'ai compris que c'était la saison de l'argile et de céramique. Alors j'ai appris une famille c'est un travail féminin, la céramique, chez les Dogons, c'est les femmes. Et puis ces femmes m'ont appris à choisir l'argile dans différents endroits, à la pétrir, à la mélanger, à la modeler et à la cuire.
C'est beaucoup plus faire une céramique, faire une sculpture, c'est rapide. Ce qui est laborieux, c'est préparer l'argile et la cuire, c'est-à-dire. Mais c'est bien, j'ai appris tout ça. Et j'ai fait une vingtaine de céramiques et ensuite, je pensais que ça se casserait. Mais non, se sont bien arrivés jusqu'en Europe et puis j'ai pas arrêté. Après, j'ai continué. J'ai trouvé drôle que j'ai commencé à faire la céramique avec une technique de néolithique, avec ce four avec des brindilles cuites à 300 ou 400 degrés. Et ensuite, en Majorque, je suis allé dans un atelier de céramique du 19e siècle, disons. C'était déjà un bond en avant de quelques millénaires. Avec des fours de passer avec un four à bois, mais un four, et puis avec un tour électrique. C'était déjà comme arrivé en 1900. Et après, je suis allé, je sais pas, en France, à Durtal, chez des céramistes, c'était déjà presque... Mais, et puis, c'est drôle, parce que j'ai fait une histoire accélérée de notre culture avec la céramique. C'est intéressant, ça. Votre destinée, c'était peut-être la céramique, parce que dans la céramique, il y a la matière, votre rapport à la matière est très important. Et puis, il y a aussi quelque chose de très mystérieux dans la céramique. On ne sait pas ce qui va sortir du four. Oui. Ah oui, c'est ça qui me manque avec mes tableaux, de pouvoir le mettre dans un four. Parce que c'est ça qui est bien. On a toujours l'illusion que ça va s'améliorer. Mais je le fais, avec mes tableaux, je le fais, parce que la céramique et la peinture, pour moi, c'est exactement la même chose. Il y a pas, c'est une petite différence technique. C'est comme dire du gouache à l'aquarelle, ça revient au même. Mais souvent, je prends mes tableaux, si je les aime pas trop, je les mets dans la cheminée de mon four de céramique et ils noircissent. Ils noircissent comme un cheminée à l'intérieur, ils deviennent noir, et ensuite je gratte et quelquefois ça marche. Mais ça brûle pas quand vous mettez Non, parce que je ne mets pas dedans, je le mets dehors. Ah oui. Je les enfume jusqu'à devenir d'un noir magnifique. Et puis je gratte et puis je tripote et puis quelquefois ça devient quelque chose. Mais c'est comme une dernière chance avant la combustion. Quel est votre rapport justement aux œuvres que vous créez? J'ai l'impression que vous n'avez pas peur de peindre, dépeindre, repeindre, casser, jeter, réutiliser. Dépeindre, c'est mieux que peindre. Moi, je préfère dépeindre que peindre. Comment on dépeint? On efface, on gratte, Moi, j'avais écrit quelque part qu'il y a des artistes qui grattent, il y a des artistes qui ne grattent pas. Comme il y a des gens qui mangent des escargots, des gens qui ne mangent pas d'escargots. On peut diviser l'histoire de l'art en ces deux branches, non? Des artistes qui grattent. Rembrandt, il gratte, Picasso, il gratte. Il y a des artistes qui n'ont jamais rien gratté, non? C'est un peu comme une phobie, ça. Se gratter. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Je ne travaille pas à partir de dessins ou de croquis. Je peins directement. Je peins généralement sur le sol. J'aime travailler sur une grande toile, je me sens plus à l'aise dans un grand espace. En posant la toile sur le sol, je me sens plus proche et je fais davantage partie du tableau. Je peux marcher autour de la toile des quatre côtés et être dans la peinture. Parfois, j'utilise un pinceau, mais souvent, je préfère peindre avec un bâton. Parfois, je verse la peinture directement du pot. J'utilise également du sable, du verre brisé, des cailloux, de la ficelle, des clous ou d'autres matières. Ma façon de peindre est naturelle, elle naît d'un besoin. Je veux exprimer mes sentiments plutôt que de les illustrer. La technique n'est qu'un moyen pour faire passer mes idées. La voix du grand Jackson Pollock, Michael Barcelo, dans sa documentaire de Kim Evans en 1987, qui décrit donc sa façon de peindre, sa façon de créer. J'imagine que ça vous parle beaucoup. Oh oui. Pollock, c'est un de ces artistes que j'ai invoqué très souvent. Mais j'ai écrit plusieurs fois que je suis né l'année de la mort de Jackson Pollock, mais c'est pas vrai parce que je suis né en 57 et Pollock est mort en 56. Mais j'ai arrangé l'histoire pour que ça soit, oui. Pour que ça fonctionne bien. Oui. Je suis allé dans son atelier et j'ai passé des heures c'était mon ami Dory Ashton qui avait connu Pollock et Rothko, quand elle était très jeune. Elle était amie de ce groupe et m'a amené dans son atelier et j'ai pu rester une matinée là-dedans. Alors j'essayais de refaire les gestes de Pollock parce que je voyais par terre les marques qu'il laisse, les traces, les spectres qu'il laisse chacun de tableaux. Par la dimension, je pouvais reconnaître plus ou moins les couleurs qu'elles étaient.
parce qu'il n'a pas fait tant que ça, Jackson Pollock de Tableau. Il a une vie d'artiste très courte. Et puis je voyais ces gestes, non, comme Hervé Guibert disait, comme un homme qui pisse. Oui. Mais c'est comme quelqu'un qui jette une corde aussi, non, comme un cow-boy, c'est un peu de l'assaut, non, parce qu'il fait comme une espèce de grand cercle à chaque fois. Non, oui. Vous parliez de gratter les tableaux. Oui. Là, vous parlez de jeter. Oui. On dit aussi souvent que vous crachez la peinture. Oui. Il y a une relation physique, animale presque. Physiologique aussi, oui. C'est de manière de peindre. Et je vous disais, de peindre ou détruire. Détruire, c'est très important. Et c'est souvent en détruisant qu'on fait les choses. Non? Il n'y a pas une formule, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas une seule formule qui soit valable 2 fois. La formule est valable une seule fois et après c'est périmé. Mais je sais, souvent en détruisant, c'est quand les choses apparaissent, oui. Et gratter, effacer, cracher, tout ça, c'est de façon aussi de détruire, non? Comment vous vivez les commandes qu'on vous a faites, et je pense notamment à celle de la coupole du Palais de l'ONU à Genève. Vous avez projeté de la peinture au plafond qui dégouline carrément comme des stalactites, comme dans une grotte. Et là, on revient effectivement à la grotte de peinture. Là, c'était compliqué parce que je savais qu'est-ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment le faire au moment que j'ai accepté la commande. Et puis, j'ai fait un contrat avec un délai de temps. Et puis, le délai était fini. Je n'avais même pas commencé parce que je n'avais pas trouvé encore. Finalement, après ça, j'ai tout effacé, tout détruit. Après 6 mois, on a tout détruit et j'ai recommencé à 0. Et là, ça marchait. C'était assez excitant parce que c'était tellement démesuré. C'est 1500 mètres carrés avec 50 000 kilos de peinture, le plafond qui tombait, il pleuvait la peinture littéralement. Oh, c'était drôle. Basiquement, c'est une grotte coloriée. C'est comme si le fond de la mer passe au plafond. Et puis de chaque siège, Nations Unies, c'est un endroit comme un rêve de Borges. Si vous prenez deux habitants de chaque pays de la Terre et de chaque siège, on voit une chose différente. On ne voit jamais 2 fois la même chose. Et il y a un endroit où il y a de lapis-lazuli, il y a 2 mètres carrés de lapis-lazuli, qui est une couleur extrêmement chère. Je me rappelle, ça coûtait 15 000 € le kilo, je ne sais pas. Et ça se voit dans un seul endroit. Mais je ne sais pas qui correspond parce que c'est par tirage au sort, non? Mais d'une seule siège, on voit ces couleurs de lapis-lazuli. Et dès que vous bougez, vous ne le voyez plus. On n'a pas parlé de la couleur, et pourtant la couleur, c'est très important dans votre œuvre. Comment si vous deviez nous décrire cette coupole, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'on y voit justement, et quelles sont les couleurs que vous avez représentées? Là, j'ai pris tout simplement toutes les couleurs que j'ai trouvées dans les marchés de pigments. Je sais pas, il y a un nombre énorme, il n'y a pas de couleurs mélangées, ni gris, ni que de couleurs pures, mais ils sont tous. Je sais pas, il y a 6 ou 7 bleus, 8 ou 9 verts. C'est énorme, le nombre de couleurs différentes. Mais je voulais que ça soit comme une espèce d'exagérer. Oui, comme les corails, non? Comme vous voyez les corails que vous pensez, chaque couleur, il est une seule fois et unique pour toujours. Je voulais faire quelque chose comme ça, oui. Il y a des motifs. C'était une vraie œuvre que je savais que je ne pourrais pas répéter. J'aime bien l'unicité. Il y a 2 motifs qui reviennent dans notre discussion. Il y a l'idée de plonger dans les profondeurs, sous l'eau. Vous l'avez fait beaucoup à Majorque. Oui. Vous continuez de le faire. Oui, partout où je peux. Et il y a la grotte. La grotte, quand on compare votre œuvre à Genève, à l'ONU, et la grotte de Chauvet, par exemple, beaucoup plus intime, beaucoup plus épurée, beaucoup moins de couleurs aussi. Oui. Qu'est-ce qui est marquant dans cette grotte de Chauvet où vous avez pu entrer? Oui. Vous avez fait partie du comité scientifique qui a fait une reproduction. Plusieurs fois. Et je suis allé aussi à Altamira et aux Trois Frères, à Lascaux. Oh, je pense que les grottes, j'en ai vu beaucoup. Une belle expérience. J'y vais dès que je peux. C'est parmi les choses, je pense, de découvrir. Quand j'avais 20 ans, ça me plaisait, les grottes. Mais maintenant, je pense que c'est vital pour moi. C'est comme quelque chose que j'ai appris à lire beaucoup plus tard. Quand j'avais 20 ans, pour moi, il y avait une importance, disons, théorique. C'est comme l'art des origines. Mais maintenant, je le vois comme mes frères, comme des gens qui font la même chose que moi pour les mêmes raisons.
c'est ça qui est beau dans cette... J'aime bien voir qu'il n'y a pas de progrès. L'art ne va nulle part. L'art, les hommes ont fait de l'art parce qu'il le faut, pas parce qu'on veut aller quelque part. C'est-à-dire, souvent à Chauvet, ça donnait cette impression que c'est les conclusions de quelque chose, pas l'origine. C'est tellement parfait au point de vue représentation de la morphologie animale, c'est tellement développé que tout l'art de paléolithique beaucoup plus moderne semble pauvre par rapport à ça. Alors c'est comme si on avait fait l'histoire de l'art à l'envers, non? Ça semble une histoire de science-fiction. C'est-à-dire que vous étiez contemporain. Une régression, une lente régression. qui s'applique à votre art aussi, à votre façon de voir les choses bien aujourd'hui. Sûr, oui, bien sûr. Non, mais je pense souvent les choses de grottes et de plongée sous-marine. C'est vrai que j'aime bien. Ces moments d'apnée, d'entrer quelque part et ressortir, c'est très similaire à la peinture. Quand j'ai mon grand tableau par terre et je pense, j'entre dedans, j'imagine que je respire parce que sinon je ne serais pas ici pour parler. Mais c'est comme en apnée. On fait quelque chose très concentré, très intensément pendant un moment et puis on ressort. Non? C'est exactement faire la plongée sous-marine. C'est ça, la plupart du temps on ne bouge pas. Comme en peinture, la plupart du temps on ne bouge pas, on attend. Pour la pêche sous-marine, je ne la fais pas depuis 30 ans, mais je descendais à 15 ou 20 mètres, j'attendais avec la ceinture de plomb au fond. 2 minutes, je voyais les poissons de coin de l'œil, sans les regarder jamais fixe, et j'attendais qu'ils s'approchent, me regardaient, et je l'attrapais. Et la peinture, c'est exactement la même chose. Ce livre voyage dans les coulisses de votre création de la vie d'Amiya est disponible aux éditions Mercure de France dans la collection Traits et Portraits. Merci beaucoup, Michael Barcelo, d'être venu dans les Midis de Culture. Nous terminons toujours cette émission en musique et là, je vais vous demander un choix terrible. Nous avons sélectionné 2 chansons, une en référence à Majorque, donc l'autre en référence à la population des Dogons. Laquelle choisissez-vous? Prenez les Dogons. Les Dogons? Oui. C'est un chant de réjouissance, Michael Barcelo. Oui. Birapo, on dit en Dogon. Birapo. Ça veut dire merci. Merci à vous d'être venu dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignel, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. L'émission est réalisée ce midi par Daphné Leblond et à la prise de son, c'est Sofiane Aktib. Merci à tous. On se dit à lundi.